Interview nomade. Bonjour Hervé, Bonjour Karl, ça va? ça va bien, merci, Merci de recevoir les interviews nomades. avec plaisir. Je t'ai proposé cette interview parce que je voulais parler avec toi de yurt. Je voudrais parler de musique, je voudrais parler de bus, je voudrais parler de voyage. D'accord. J'ai un petit panel de questions, donc voilà. On se lance, c'est parti? Allons-y. Ok. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Eh ben, moi c'est Hervé, j'ai 40 ans, j'habite à Fête-Bretagne. Voilà, je pourrais résumer qui je suis en disant que je suis un slasher. Alors définis slasher. J'ai entendu ça dernièrement, c'est un peu un symptôme de ma génération ou d'une autre, je sais pas, enfin en tout cas de personnes qui cumulent des casquettes. Et alors moi je suis animateur, slash musicien, slash maraîcher, slash conducteur de bus en ce moment aussi. Voilà, Tu multiplies les activités, hein. c'est ça. Ok, alors tu viens de parler de bus. Juste avant, donc on a précisé Fête-Bretagne, donc en Loire-Atlantique. T'es originaire du coin? Non, je suis originaire de Couëron, même pour plus précis la Chabossière, sans vouloir rentrer dans un débat identitaire sur Couëron-la-Chab, mais il y aurait beaucoup à dire, mais c'est pas le sujet. T'es originaire de la région quand même, quoi. Voilà, Ok, c'est comment t'as ça. atterri à Fête-Bretagne alors? Comment j'ai atterri à Fête-Bretagne? On va dire que j'ai aussi des attaches dans le coin, dans le sens où mes grands-parents, qui étaient aussi bien du côté de mon père que de ma mère, des ouvriers à une époque, enfin à cette époque, ils pouvaient avoir une maison principale et une maison secondaire à la campagne, même si il y avait que une personne sur le couple qui bossait. C'était possible d'avoir deux maisons à cette époque-là. Et du coup, mes grands-parents, du côté de ma mère, ont construit une maison au Gavre. Et pour du côté de mon père, plutôt du côté de la PAC et Fête-Bretagne, c'est un peu au milieu. Ok. Alors, c'est pas une raison qui fait que je suis ici, mais ça me donne aussi une attache, parce que du coup, j'ai passé un peu de temps dans cette campagne-là qu'on pourrait résumer par le bocage nantais. Et, et voilà. Donc après, pourquoi je suis là? Bah, c'est un concours de circonstances, on va dire. J'ai perdu mon père en 2005. Ma mère a du coup a vendu la maison et je me suis retrouvé avec un petit pécule qui m'a permis d'envisager d'acheter un bout de terrain. Et à l'époque, j'avais un projet de mettre en place un bus itinérant, ou en tout cas de vivre en bus. On va en parler. Et je cherchais un terrain pour dépenser cet argent, pour avoir un pied à terre, sans que ça soit non plus des sommes mirobolantes qui me permet, enfin, ça m'a pas permis d'acheter un terrain constructible, en tout cas, ça m'a permis d'acheter un terrain agricole, avec une particularité, c'est que sur ce terrain agricole, il y a une dalle en béton qui correspond à un terrain de tennis qui a été fabriqué par une association, et donc qui dit terrain de tennis dit, enfin, qui dit dalle en béton dit surtout pouvoir stationner un poids lourd à la campagne sans être embourbé. Ça marche. Voilà. Tu vivais à cette époque-là en appart, en maison? Avant d'arriver à Fête-Bretagne, j'habitais au Gavre, qui était un lieu temporaire où justement comment dire, je rénovais un bus. Et avant d'arriver au Gavre, j'étais au Coudray, où là, on va dire, c'est un peu le lieu de ma dernière location, où j'étais à l'étage d'une maison en location. Ça, c'était en 2006, et on va dire, c'est même la dernière fois où je faisais du transport scolaire, c'était il y a 15 ans, ça. Et donc, à cette époque-là, j'étais animateur dans une association qui s'appelle l'Arbre Voyageur, et qui a mis en place en fait un bus itinérant autour des questions de la solidarité et du commerce équitable.
Et à l'époque, je sais pas par quel biais de quel réseau, je me suis retrouvé identifié comme quelqu'un qui transformait des bus. D'accord. Et il y a une personne que j'ai rencontrée en Touraine quand j'étais en formation pour mon brevet d'animateur, qui a parlé de moi à un copain à elle qui était lui en Corse et qui me demandait, qui m'a missionné pour pouvoir faire un bus itinérant pour un projet d'une association. Ok, super. Mouvement artistique, machin, un espèce d'acronyme et ça faisait mafia, donc en fait je me suis retrouvé à bosser pour la mafia corse. Ah, c'est pas mal Et ça. du coup, bah, ça m'a permis d'aller récupérer un bus parce que je faisais des stages à l'époque pour pouvoir valider mon permis. Et donc, tu te mets en lien avec les mécanos. Et donc, bon, en fait, un bus, c'est du consommable dans le transport. Donc, c'est comme une cartouche d'imprimante, quoi. Ouais. Donc, des bus, j'en ai récupéré trois, j'en ai payé qu'un. Et celui que j'ai payé, je l'ai payé 1 000 euros. Ah ouais. Bon, voilà. Après, il s'est avéré que le bus que j'ai récupéré à l'époque n'était pas trop adapté pour le relief corse. Et puis, bah, c'était un rôle que je n'avais pas forcément envie d'avoir, de me dire. Je me retrouve prestataire sur un truc un peu technique où il y a des délais courts et de l'argent un peu en jeu. Voilà, ce bus-là, j'ai gardé pour moi et j'en ai fait un appart roulant. Alors justement, moi quand je t'ai Mhm. rencontré, tu vivais dans ce bus. Mhm. Voilà. Et tu viens d'expliquer, je voulais te poser la question de comment on se retrouvait à vivre dans un bus. Alors tu as répondu partiellement. C'était quoi le cheminement en fait pour toi intellectuel de te dire je passe d'un appart en location à vivre dans un bus en fait parce que du coup vu de la fenêtre de plein de gens ça implique des gros changements déjà ne serait-ce qu'en termes de mobilier, en termes de choix voilà, de consommation, en termes de légalité peut-être pour des gens qui connaissent pas du tout ce monde-là. C'est quoi le cheminement intellectuel pour toi? Tu t'es dit là c'est parti, je vais vivre en bus en fait. Il y a deux déclics par rapport à ça que je détermine assez bien, même je dirais même trois. Un premier, c'est la découverte de l'histoire d'une chanteuse que j'appréciais bien, que j'apprécie toujours, qui est décédée depuis, c'est la chanteuse de Lassa. J'ai découvert qu'en fait cette personne, elle a vécu son enfance entre le Mexique et les États-Unis avec ses parents à vivre en bus, quoi. Je trouve que du coup la sensibilité de cette personne par rapport aux chansons qu'elle faisait, ça m'ouvrait plein de choses. Je trouve que c'était que l'itinérance, ça crée une sensibilité en fait, quoi, voilà. Et je trouve ça intéressant que les parents décident de pouvoir créer des conditions qui amènent à avoir des parcours atypiques et enfin voilà, ça crée des personnes singulières, quoi. Deuxième chose, j'ai fait un stage ensuite à Savenay dans une ONG créée par un groupe de copains qui s'appelait Transmission Madagascar Développement à Savenay, qui mettait en place plein de projets autour on va dire, du développement rural des populations. Et il y avait aussi un aspect où en France, il y avait moi j'étais dans l'équipe française où on faisait plutôt de l'éducation à la solidarité et plutôt comment dire, on faisait en sorte que les consciences évoluent pour que les gens aient une vision différente des pays du Sud, sortir du misérabilisme et aussi bah, commence à prendre conscience que l'impact de notre style de vie en Occident avait un impact sur les populations du Sud. Et bah, dans le bureau, il y a pas mal de gens qui rentraient, notamment un jour, il y a un monsieur qui avait une entreprise de bus qui disait ouais, bah, j'ai des bus à vendre là, pas cher, machin. Puis on commençait à délirer sur les projets d'animation qui pouvaient être mis en place. Ok. Et donc ça va commencer à me faire tilt. Et dernier déclic, bah, c'est un article d'une personne qui lui faisait déjà ça. Il Article roulait en de bus. journal qui avait lui 5 bus et faisait du montage vidéo dans un bus. Il avait un bus thématique selon ses activités. Faut un grand parking pour ranger 5 bus. Ouais, voilà. Et donc voilà. Ok. Bien. T'as voyagé un petit peu avec ce bus? Et ben, j'ai voyagé, oui, un petit peu, ouais. Ouais, tu nous parles de ça un peu? Pas autant que j'aurais souhaité, mais un petit peu quand même. Ouais. Parce que bah, déjà, ça met du temps à mettre en place un bus pour le transformer, changer son statut, le mettre aux normes. Euh,
il faut aussi, on va dire, créer le projet qui va avec, parce que c'est un peu du luxe de faire tourner un véhicule qui pompe 30 litres au 100. Là, on parle de Renault S53, les anciens Saviem, les S45, 45 places, S45, 53 places pour le S53. Et ouais, c'est gourmand, quoi. Ouais. Et c'est des pleins à 300 balles qui doivent peut-être être passés, enfin, qui doivent être encore plus cher maintenant, mais Ouais. en tout cas, mes premiers voyages en bus, c'était plutôt dans le cadre de projets. Donc, un premier projet c'était l'objet de mon projet de formation d'animateur. Ça s'appelait Voyager autrement, le voyage citoyen, et c'était l'occasion de la mise en place de mon premier bus, euh, où en gros c'était une tournée locale dans la Comcom du lieu où je faisais mon stage, à savoir Blain. À l'époque, il y avait, je sais plus, au moins une dizaine de bourgs, entre Plessé, Le Coudray, La Chevallerie, Saint-Omer, Bouvron, Blain, Le Gavre, que des petits patelins. Et c'était, bah voilà, j'ai fait une tournée d'un mois où je faisais des escales pour accueillir tout public, Ouais. pour leur faire découvrir des expositions sur le voyage, sur le commerce équitable, leur proposer des jeux de société, euh, des jeux coopératifs. On avait aménagé également une petite scène au fond, donc il y a eu des temps forts où on proposait du conte musical. Donc ça m'a permis aussi d'expérimenter ça. J'étais musicien, moi, et j'accompagnais Fabien, qui était conteur. Donc, enfin voilà, et voilà, ce bus-là, il a eu une deuxième prestation. Pareil, même un contexte un peu différent, c'était plutôt le forum du livre jeunesse à la Chabossière, donc là où je suis né. Et donc voilà, on a accueilli des classes, du spectacle, animation autour des musiques du monde, enfin voilà, tout un panel d'activités. Et malheureusement, ce bus-là, il a brûlé. Il y a eu un incendie volontaire, mais je rentre pas dans le détail parce que je réponds pas à ta question, puis je fais une diversion sinon. Mais du coup, après, j'ai eu un autre bus. Ce bus-là, vu qu'il a cramé, comment dire, on l'a remplacé. Ouais. On a réussi vu qu'on avait prouvé qu'on était capable de financer un bus avec cet assaut sans rien demander à personne, bah, du coup, pour renouveler celui-là, on a eu quelques subventions, des chantiers collectifs qui nous ont permis d'avancer sur la mise en place d'un bus expo spectacle. Ouais. Et malheureusement, bah, ce bus-là, on n'a pas pu concrétiser le fait qu'il puisse rouler. Enfin, on est tombé en pile poil entre au moment de la privatisation du contrôle technique des poids lourds, et en l'espace de 5 mois, on avait un contrôle technique qui était vierge, et après, quand c'est plutôt l'entreprise privée qui a fait le contrôle technique, bah, il y avait plein de merde, et puis notamment de la corrosion perforante. Sacrée coïncidence. Ce qui fait que ça laisse rêveur sur les petits billets qui devaient passer en fait entre les entreprises privées et l'État à l'époque, les mines, pour pouvoir faire passer des bus qui étaient déjà de la dentelle en fait, quoi. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais je pense pas. Non. Ouais, non, tu vois bien, je sais pas. Et du coup, bah, le fameux bus de la mafia corse là, lui pour le coup, je l'ai aménagé en camping-car. Ouais. Et j'ai voyagé un peu, notamment pour faire tourner un jeu qui s'appelle Planète Musique. Alors on va en parler justement, Ouais. tu fais bien la suite. Juste deux petites questions avant d'enchaîner sur Planète Musique. Est-ce que, un, on fait le tri quand on passe d'un appart à un bus? Hmm. Est-ce que deux, comment on prend ça, tes amis, ta famille, enfin tes proches, est-ce qu'il y a des trucs, qu'est-ce qu'il nous fait, c'est péter un boulon, ou est-ce qu'ils se sont dit, bah c'est Hervé, c'est juste normal? Comment on réagit un peu Alors, le début de l'aménagement du bus, comment dire, les, le mobilier de l'appartement s'est retrouvé dans le bus en fait, en mode pas du tout aux normes, pas vraiment attaché. Enfin, ouais, c'était vraiment un truc à l'arrache parce qu'en fait, avant d'atterrir dans un bus, je devais atterrir dans une yourte. Sauf que la yourte, à l'époque, on avait commandé une yourte de Mongolie. Elle a eu du retard en fait, et par rapport
remise de clé de l'appart où on avait mis notre préavis, bah voilà, ça calait plus quoi. Donc il a fallu en urgence mettre les meubles de l'appart dans le bus, c'était le plan B quoi, Ok. pas prévu. Et ouais, il y a eu du tri forcément, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah du stockage un peu par-ci par-là pour qu'on a largement trié et ventilé depuis quoi. Ouais. Mais oui, oui. C'était dur comme choix, ça, de faire le tri dans ses affaires? Pas trop, non. Non, non, j'étais déjà un peu là-dedans vu que j'avais Ouais. déjà commencé à faire pas mal de tri suite à la vente de la maison familiale des parents, enfin du décès de mon père. Il y avait déjà eu, enfin, on avait commencé déjà un travail sur le fait de se libérer du matériel et de faire des choix quoi, Ouais. autour de ça. Et après, les gens n'étaient pas du tout surpris de savoir que moi je me mettais là-dedans. Ouais. Ils Parce connaissaient un peu le personnage. que c'était argumenté, parce que c'était pas mon projet, mon premier projet un peu fou quoi. J'avais déjà moi décidé de partir après mon bac, de partir en Argentine. C'était mon projet après le bac quoi. Donc en solo. Ok. Donc ça c'était un bon niveau de folie. Enfin, voilà. Ok. Hmm. Ça roule. Alors, parle-nous un peu de Planète Musique maintenant, s'il te plaît. C'est quoi Planète Musique? Planète Musique, c'est un jeu que j'ai créé à l'occasion de mes expériences dans les associations de solidarité internationale. À savoir que moi, ce sujet-là m'a intéressé parce que j'ai fait notamment des chantiers à l'étranger, donc en Argentine, au Guatemala, autour de la construction d'une école, remise en place aussi de maisons qui ont été écroulées suite au passage du cyclone Mitch en 2009. Donc très, très intéressé par l'humanitaire, ce qui fait qu'à un moment donné, moi je me suis orienté voilà, autour des ONG. Quoi. Voilà, c'était l'humanitaire qui me branchait. Et bon là, on fait quelques résumés, mais je me suis retrouvé à être en formation à Tours, et donc à trouver des stages pour ma formation dans des associations, à savoir à l'époque Frères des Hommes, une ONG qui fait plutôt des campagnes d'opinion pour défendre le droit des intouchables en Inde, des paysans sans terre au Brésil. Et, cette association-là se mettait en réseau avec d'autres associations, notamment Artisans du Monde, qui avait une boutique à Tours, et aussi avec une autre association qui s'appelait STAJ, Service technique de l'animation jeunesse, qui faisait plutôt des formations BAFA et qui, on va dire, c'est une association d'éducation populaire qui mettait en place aussi des camps et plutôt autour de, on va dire, je dirais autour des idées libertaires. C'était un peu ça l'idée, quoi. Et tout ce petit mélange de choses fait qu'à un moment donné, il y a des gens de STAJ qui avaient mis en place un jeu autour du commerce équitable et de essayer de faire comprendre aux gens comment les tenants et les aboutissants des rapports nord-sud au niveau du commerce international, quoi. C'est un vaste sujet, quoi. Avec des gamins. Et donc moi, je me suis retrouvé à découvrir ce jeu-là, avec en même temps une espèce de... C'était un patchwork de plein de choses, quoi. C'était une grande carte du monde découpée dans un bout de lino gris, à moitié déchiré, avec plein d'objets un peu du monde entier, aussi bien des blinis, enfin des objets alimentaires que des symboles très forts, genre il doit y avoir l'Empire State Building avec le King Kong dessus. Il y avait plein d'objets, qui montraient, on va dire, plein de symboles du monde, plein de clichés aussi, pour illustrer un discours un peu hasardeux en fonction de savoir qui animait ce truc-là. Ça partait un peu dans tous les sens et c'était un peu complexe pour les gamins, quoi. Plus une exposition qui illustrait tout ça, qui appartenait plutôt à l'association pour laquelle je bossais, qui parlait de la musique et du métissage en Amérique latine, quoi, qui montrait c'est quoi, on va dire, la richesse culturelle des rencontres de population avec la découverte du nouveau monde, le syncrétisme et tout ça, qui a donné la création
du reggae, de la bossa nova, de la samba, enfin, de la capoeira. Donc tout ça, ça commençait à faire pas mal de choses à dire. Moi, j'étais musicien et du coup, ça m'a permis d'avancer sur ce sujet-là et puis d'évacuer d'autres sujets, quoi. Et puis bah, aussi de bien me prendre la tête avec les gens qui m'embauchaient à l'époque parce qu'ils m'ont bien exploité. Et ce qui fait que à l'époque, en fait, je me retrouvais dans un dilemme où je revendiquais le droit à l'émancipation, à un mieux vivre financier, social pour les gens à l'autre bout du monde que je connaissais pas. Mais moi, j'étais en stage dans une association qui ne participait pas à la formation, au coût de ma formation, qui ne me rémunérait pas. Et donc, c'est-à-dire que j'avais pas de revenus en fait, quoi. Et les gens qui étaient avec moi en formation, ils étaient plutôt emploi jeune, donc avec un revenu, et tout était payé par l'employeur, quoi. Ok. Parce que moi, du coup, je faisais un choix Ah, un peu atypique, peut-être un peu trop tôt avant tout le monde par rapport là on parle de l'an 2000, quoi. ouais. Maintenant c'est autre chose, hein. 20 ans plus tard, c'est des sujets numéro un où il y a des budgets, quoi. Ouais, Il n'y a pas de ouais, souci, quoi. ouais. Et donc à l'époque, moi j'avais deux comptes bancaires, un en Touraine, un en Loire-Atlantique, et je faisais de la cavalcade pendant qu'il y en a un qui était en train de se vider, l'autre je le remplissais avec avec du déficit aussi. Ouais, Enfin, à un bout d'un mois, voilà, ok. j'étais de plus en plus précaire. Donc j'ai breaké avec tout ça. Et, euh, et puis bah, du coup, le projet n'a pas donné suite, mais moi j'ai continué à développer un autre concept Ouais. en lien avec la musique, La où musique. j'ai acheté des instruments de musique, et c'est comme ça qu'est née Planète Musique. Ok. J'ai refait une nouvelle carte, beaucoup plus belle, plus colorée, sur le principe de la carte de Peters, qui respecte les Ouais. proportions et qui décentre l'Europe, pour aussi avoir Ouais. une vision plus juste, on va dire. Ouais, il t'explique, Peter, parce qu'en gros, vu de l'espace, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, en fait. Hmm. C'est une vue de l'esprit humain, en fait, C'est et ça. que du coup, effectivement, la carte de Peter, c'est hyper intéressante, allez voir ça. La carte de Mercantour qui est beaucoup plus qu'on a l'habitude de voir et consacre plus d'espace à la représentation de l'hémisphère nord, Ouais. alors que l'équateur c'est censé Mm. être la moitié, quoi. Et Il y a un jeu de pouvoir aussi, on se rend compte que les États-Unis, dans le c'est discours géopolitique, quoi. ambiant, ils veulent avoir tout l'espace pour eux, et en Mm. fait, quand tu regardes la proportion réelle, tu te rends compte qu'ils sont pas si énormes que ça remet les choses en perspective, justement. C'est ça. Donc pour terminer, voilà, une soixantaine d'instruments de musique, une carte du monde en lien avec Peters et une autre exposition euh, plutôt issue d'une édition d'éveil musical qui présente un panorama photographique des musiques du monde et qui montre en fait que finalement il y a plein de points communs et que voilà ça amène aussi le fait de se dire on n'est pas aussi on parle des pays du sud, des pays du nord, des liens entre tout ça, sans être dans le misérabilisme, en étant sur un sujet qui parle d'histoire, de géographie, de culture, où tout le monde est un peu au même niveau. La musique c'est un langage universel et en même temps avec un enjeu de se dire bah voilà on permet à un public jeune ou moins jeune d'expérimenter, de toucher des instruments, de désacraliser le fait que ça soit fragile ou pas. Enfin voilà, Ouais. c'est accessible et on va faire des jeux simples d'écoute, d'observation, de répétition. Enfin voilà, c'est éveil musical, ouverture du monde et selon les publics, en gros, t'abordes plein de sujets quoi, Ouais. plus ou moins complexes. Ok. Aujourd'hui, le bus, il s'est arrêté de rouler. Oui, Aujourd'hui, tu viens au Yurt. c'est ça. Avant de te poser mes petites questions là sur la Yurt, à l'époque, tu as une compagne aujourd'hui, Mhm. tu as même des enfants aujourd'hui. Ça, je vis avec Melaine depuis 10 ans et j'ai une fille qui s'appelle Amae qui va avoir 7 ans et Milo qui va avoir 3 ans. Ouais. Voilà. Et du coup, la question que je voulais te poser, Melaine, comme tu la cites, tu l'as rencontrée avant de te lancer dans l'aventure du bus, après, comment ça s'est passé? Parce que de vivre en bus, et on pourra en reparler, vivre en Yurt aussi, Mm. elle était d'accord avec ce choix-là, c'était un choix de couple, ça se passe comment? C'était pas un choix de couple, non. C'est-à-dire qu'en fait, Alors, je te pose des questions très primaires, mais j'imagine que peut-être un jour des gens qui connaissent absolument rien à ce monde-là, en fait, écouteront ça, enfin j'espère. Mm. Et du coup, c'est pour voilà, clarifier les choses. mm, mm.
J'ai rencontré Melaine, j'étais sur la dernière ligne droite de la mise aux normes de ce bus camping-car en gros. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est rencontrés, on n'a pas décidé déjà de vivre ensemble tout de suite. Il y a eu une bonne année et demie avant qu'elle décide de venir. Euh, et puis bah moi j'allais la voir au début en vélo et en stop jusqu'à Rennes. Et puis enfin en vélo jusqu'à la 4 voies, ensuite je faisais du stop. Voilà. Et ensuite, parce que j'avais que ça comme moyen de transport, j'avais mon vélo et mon bus. Et puis bah au bout d'un moment, bah, du coup quand elle a déménagé, on a fait le déménagement en bus de Rennes. Et, mais en fait, pour être tout à fait franc, ce bus-là, c'était un projet, j'ai pas envie de dire d'un autre couple, mais en tout cas, je l'ai tenté avec un autre couple qui n'a pas fonctionné. Mais parce que du coup, je sais pas si je vais rentrer trop dans les détails, mais enfin voilà, ça crée un. La personne avec qui je vivais avait aussi un projet fort aussi qui était plus dans la sédentarité. Et donc à un moment donné, bah faut faire des choix quoi. C'est soit tu voyages, soit tu es sédentaire. Mais c'est pas si simple que ça. Il y a des nuances Voilà, là-dedans. surtout que voilà, à l'époque on portait un projet qui s'appelait l'Arbre voyageur, qui est une espèce de paradoxe déjà dans le nom, et donc voilà, on était déjà un peu là-dedans quoi. Et par contre, ouais voilà, du coup Melaine, bah, elle a fait le choix en conscience de venir ici. C'était dur, clairement, Pour elle, pour elle la première année ici. c'était quoi le plus dur pour le bus? C'est-à-dire que du coup c'était surtout de se dire déjà je quitte la ville, j'arrive à la campagne, Ouais, à une période plutôt automne, ouais, avec tout ce que ça implique en termes de bah, la nature est moins tu vis dans la nature, donc il fait moins beau, les feuilles tombent, il y a un peu de boue, enfin voilà. ça donne un peu C'est moins d'énergie un pour le printemps. un peu déprimant. Ouais, ouais, puis bah, elle quittait aussi un réseau. Ouais, Et après coup, voilà, le réseau social, le fait qu'à un moment donné, bah, peu importe l'endroit où tu vis, c'est aussi les gens avec qui tu navigues qui font que tu te sens bien, je pense. ouais, C'est vachement important. Enfin, en tout cas, on l'analyse comme ça après coup, mais la première année, gros bad trip. ouais, Ouais. dur. Surtout que bah, du coup, dans ce bus-là, on a vécu ensemble pendant 4 ans, Ouais, avec une précarité en eau, parce qu'il n'y a pas d'eau sur le terrain, et une précarité aussi en élec. ouais. Donc c'est-à-dire qu'on a vécu quand même 4 ans à la bougie dans le bus, à aller chercher. Au début, moi j'allais chercher mes 30 bidons d'eau au cimetière sur mon porte-bagages. Et donc après, bah, Melaine est venue avec sa voiture, donc on a fait ça dans le coffre de sa voiture. Mais enfin voilà, on a porté Ça demande du pendant des courage. années notre flotte quoi. Ouais. Et puis bah on n'a pas foutu le feu à notre bus déjà. Puis voilà. Enfin c'est ouais, c'est un. Ça serait plus facile que t'en parles avec elle, mais voilà. Je reviendrai de l'interviewer. Après coup, ça reste quand même. Et on est 10 ans plus tard, on est à peine sorti de tout ça. C'est loin d'être réglé. Ouais, Ouais. on va parler de tout ça, on va enchaîner un petit peu. Donc aujourd'hui, vous vivez en yourte tous les quatre. Mhm. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que vous aviez commandé la yourte, elle a traîné arrivée, du coup vous êtes collés dans le bus. Alors ça, c'était pas avec Melaine. C'était pas avec... Ah Et oui, puis excuse-moi. c'était sur une autre yourte. Excuse-moi. Mais Alors y a pas de problème. du coup, la yourte, est-ce que c'était un choix de couple pour la peine? Bah pour le coup, oui. Ouais, Ouais. ok. Et, j'ai mis du temps à faire accepter cette idée à Melaine parce que c'était juste une question d'expérience en fait quoi. Donc et après coup, enfin effectivement, ça reste quand même. On passait du bus à une yourte, tu, tu sors d'un couloir quoi, où tout est un peu étroit Ouais. Tu et, revis? ouais, puis il fait quand même il y a moins de courant d'air aussi dans une yourte, Ouais. moins de fuite aussi. C'est ça Donc, qui vous a motivé à investir dans une yourte? et on a eu surtout notre fille quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait on est passé du bus à la yourte quand Amae a eu 6 mois. Après, un des avantages du bus, c'est on a pu aller, nous, faire naître Amae à Redon. Et 15 jours avant le terme, on a déménagé, on a été sur le port de Redon, à 10 minutes de la maternité. Et ce qui fait que ça a permis de retarder le départ à la maternité. Tout le travail s'est fait dans le bus, sur le port de Redon. Enfin voilà.
Et, mais oui, ça a permis bah, de se dire on va consacrer plus de place à la famille, quoi, c'est ça. Ouais. Ok. Je te pose mes petites questions en vrac là. On va revenir sur la notion de loi un peu liberticide. Est-ce qu'à l'époque où, on va en reparler un peu plus tard, mais je voudrais déjà savoir si à l'époque où vous avez essayé de vous poser en bus, on entendait déjà parler autant, ou est-ce que c'était autant sur le devant de la scène des lois qu'on subit un petit peu en ce moment, qu'on subit même beaucoup pour certains en ce moment, des lois un petit peu liberticides, type le psy, type... voilà. Est-ce qu'on en parlait? On va rentrer dans le détail un peu plus tard, mais je voudrais juste avoir ton avis là-dessus, si à l'époque, on parlait déjà un petit peu de ce truc-là, quoi. Le bus, moi, je l'ai récupéré en 2000, enfin, j'ai intégré le bus en 2006-2007, élection de Sarkozy 2007, il a porté la loi LOPSI 2, qui, je sais plus quel article, mais en gros, ça amenait en fait les maires à devoir à faire de la délation, ou en tout cas, même les maires qui étaient plutôt tolérants sur l'accueil d'habitats légers ou mobiles, ça les contraignait à, comment dire, à payer des amendes s'ils laissaient faire l'installation de yurts ou de caravanes. Et il y a eu quelques manifestations à l'époque, ouais. Et du Et coup, on y a participé. Après, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Mais ouais. On va revenir un peu plus tard dans ouais. l'interview sur ces notions-là, sur ces lois-là. Je voudrais juste savoir si du coup ça vous a freiné, vous êtes posé des questions en vous disant, bon bah là on passe d'un bus ou pour l'instant personne vient trop nous embêter, si on se pose en yourte, on commence à entendre parler de lois qui Hmm. sont pas très cool. Est-ce que c'est un truc qui vous a tilté? On dit bah tant pis, on suit l'aventure, on suit notre Ouais. vie et puis on y va. Comment, encore une fois, on reviendra dans le détail à tout ça tout à l'heure, mais Hmm. juste pour savoir si ça vous a traversé l'esprit ou pas. De toute façon, on savait bien qu'il y avait une tension autour de ça, entre les pratiques, des personnes qui faisaient ce genre de choix de vie, comme nous, et les pouvoirs publics. Après, nous, quand on a décidé de s'installer en yourte, par exemple, il y avait un vide juridique sur les yourtes. Voilà, c'était une tente, patrimoine mondial de l'UNESCO, enfin patrimoine culturel de l'UNESCO. euh, et puis voilà, un vide juridique. Donc ça c'est parce que nous on s'est installé en 2013 en yourte. Après il y a eu la loi Allure, donc là on passe de Sarkozy à Hollande. Loi Allure portée par Cécile Duflot, 2014, vote de cette loi, décret d'application en 2015, avec du coup c'est sans Cécile Duflot quoi, c'est-à-dire que du coup elle n'a pas porté la suite, mais avec aussi un certain nombre de déceptions, dans le sens où voilà, par exemple l'amende journalière, si tu démontes pas ton habitat léger, elle est passée de 75 euros à 500 euros par jour. Voilà. En tout cas, nous à l'époque, on a été voir la mairie de fait, le maire particulièrement. Et à l'époque, on lui a dit voilà, voilà ce qu'on fait, nous. On vit en bus, on va se poser en yourte, on est assez clair avec vous. Il y a un vide juridique, il y a une loi qui va passer, on vous informera. Voilà. Pour l'instant, vous ne faites pas parler de vous, on vous tolère, ça reste illégal, mais on vous tolère. Et puis c'est vrai que par la suite, on a eu l'occasion de rencontrer à nouveau ce maire-là. Alors ça devait être en 2016, où là pour le coup tout était passé et là c'est les impôts qui en fait ont demandé à avoir des informations auprès du maire, parce que nous en fait on remplissait tous les ans notre déclaration sur les impôts fonciers quoi, sur la taxe d'habitation. Et à aucun moment on s'est dit nous on n'a pas besoin de contourner ou de pipoter, on assume de vivre ce qu'on vit quoi. Donc quand on vivait dans le camping-car, il y a une taxe pour quand tu vis en camping-car selon l'année de ta carte grise. Donc à un moment donné, dans le questionnaire, on a dit voilà, nous on habite en Yo. Donc ça leur a posé question. Donc autant ils nous toléraient quand il n'y avait pas de personnes ou d'administration qui venaient leur demander des comptes. Et là, en l'occurrence, les impôts venaient demander des comptes à la mairie. Donc ils étaient moins à l'aise. Et quand on a provoqué un nouveau rendez-vous, en fait,
Et ben, monsieur le maire et sa conseillère en urbanisme, ils avaient oublié notre premier rendez-vous, comme par hasard. Ils se sentaient un peu trop impliqués, donc ils avaient une perte de mémoire, quoi. Donc, tu dis, ok, merci le courage. Et puis bon, bah là, nous, ça a été l'occasion pour nous d'approfondir un peu plus la loi Allure, les lois autour de l'urbanisme, se rapprocher aussi de l'association ALEM, HALEM. voilà, qui nous a permis aussi d'avoir pas mal d'infos, de prendre confiance aussi sur le fait de dire qu'il y a plein de gens dans cette situation-là, il y a plus d'1 million de personnes qui vivent de manière subie ou choisie dans des habitats dits précaires, et que d'une certaine manière, on trouve nos propres solutions à la crise du logement, quoi. Enfin, il y a une espèce de dichotomie là entre on n'arrive pas à loger les gens, ou il y a de la précarité énergétique, où il y a plein de gens qui vivent de manière insalubre. Mais nous, en fait, on ne demande rien à personne, et on se débrouille et on essaie d'avoir des pratiques correctes. Donc en fait, on s'est dit, bah voilà, nous on assume, et puis bah, en fait, nous, on est en famille, on va s'assurer du bien-être de nos enfants, et on va prendre nos responsabilités en priorité. Ouais. Et après coup, tu t'auto-formes sur la question de l'urbanisme, et en fait, tu te rends compte que en fait, assez rapidement, tu deviens plus au taquet et plus à l'aise Actif, ouais. que les élus. Ouais. Et donc, en fait, on s'est retrouvé, ta réponse à tout, en fait. Ouais. Et en fait, bah, quand il y a un élu qui a une colle, en fait, il n'est pas, je sais pas, il se trouve qu'il a peut-être d'autres chats à fouetter et il a pas envie d'être trop humilié, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait les humilier assez rapidement, sans non plus être dans le manque de respect. Mais enfin voilà. Maintenant, moi, je suis tout à fait à l'aise avec ce qu'on Ouais. vit par rapport à la loi, et qu'en gros, de manière générale, on invoque une- un principe de proportionnalité entre notre infraction au code de l'urbanisme et notre droit à faire valoir à notre vie familiale et privée, et le droit au logement. En fait, c'est deux poids, deux mesures. Il faut aussi savoir c'est quoi le plus important, en fait. Effectivement. Voilà. Donc, il y a des cas de jurisprudence de gens qui ont été jusqu'au bout de toutes les procédures, tous les appels, jusqu'à la Cour européenne, je crois. Ça demande à être vérifié, mais qui font qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont fait appel à un peu plus de proportionnalité, que oui, il y a des décisions de juges qui font que voilà. Maintenant, apparemment, la loi a un peu changé, Un petit peu, ouais. et que du coup, en fait, On va dire moi, ça. je me suis rassuré en me disant que c'était pas à moi de me soumettre aux intimidations de la mairie. Ouais. Parce que du coup, c'est un juge en fait qui donne sa lecture sociale et tout ça. Ouais. Et a priori, depuis les Gilets jaunes, le grand débat et la volonté des maires d'avoir un peu plus de pouvoir, bah, Ouais. Macron leur a donné plus de pouvoir. Ouais. Et en gros, bah, en fait, la case juge saute. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, eh ben, le maire se retrouve juge et parti. Et du coup, ça a une grosse ouverture aux abus de pouvoir. Ouais. On se retrouve pas dans le collimateur, mais potentiellement on est plus en difficulté. Mais Il me semble qu'il y a quand même un législateur qui peut venir tacler le maire si il fait quand même pas appliquer la loi en fait. Effectivement, dans un premier temps, il est jugé parti, mais il me semble qu'il y a un truc où c'est un peu le retour de la loi LOPSI 2 sous une ouais, autre forme, quoi. c'est ça. Mm. Donc on a parlé de la mairie avec le voisinage, les voisins. Ça se passe. Et ben, on a été bien accueillis en fait, Ouais. dans le sens où on vit sur un lieu qui a été l'objet déjà d'une organisation collective des voisins. Ouais. Dans les années 80, le lieu sur lequel on vit, c'est un terrain agricole qui a été aménagé en terrain de loisirs, où ils ont fait un terrain de tennis, un terrain de basket, un portique de balançoire et puis un terrain de boules. C'est vraiment un pari de soirée un peu arrosée, où ils se sont dit, bah voilà, il manque ça dans la commune, il manque un terrain de tennis, Ouais. donc on va le faire. Et ça a été fait en toute illégalité. Et donc, et puis même si ça se voit pas forcément d'extérieur, ça reste un lieu où les gens se parlent depuis quelques décennies, et ils s'organisent pour faire la fête tout simplement. Ok. Ils nous ont embarqués là-dedans, on était super bien accueillis. À aucun moment il y a eu de comment dire de curiosité mal placée. Et puis bah voilà, entre
fait de prendre le temps de découvrir les gens, de se donner des coups de main, leur expliquer aussi nos choix de vie, leur parler du boulot, quoi. Parce qu'en fait, on bosse, Ouais. on est au travail, aussi bien sur la terre que sur nos projets d'animation. On est sur un terrain, un passage de chemin de randonnée, donc il y a des fois des grandes cohortes de gens qui se baladent par paquet de 30, donc ça ralentit quand ils voient la yourte et le bus. Donc en général, quand on les entend arriver, on va les voir et on discute et on leur donne la version officielle de ce qu'on fait ici et Ouais. de ce qu'on. Enfin voilà. Faut que tu mettes des panneaux explicatifs, tu sais, comme dans les parcs. Et donc ça se passe bien, mais enfin voilà. Ok. Deux petites questions, enfin deux sujets là, on avance. La première, je voudrais parler ou la deuxième, comme tu veux, je voudrais parler d'autonomie. Juste avant, je voudrais savoir si comment vous visualisez, comment vous percevez le côté un peu éducatif pour des enfants. La question, c'est un peu quand tu décides de vivre en bus. Alors les enfants enfin Maë était toute jeune, toute née, donc voilà. Mais aujourd'hui, vous avez deux enfants qui sont en âge un petit peu de comprendre ce qui se passe. On vit en yourte. Ça, dans des yourtes, il n'y a pas forcément de télé, il n'y a pas forcément d'électricité tout venant, il n'y a pas forcément d'eau potable tout venant. Voilà. Comment on fait pour éduquer ces enfants dans le monde dans lequel on vit et pour pas qu'ils subissent les choix que les adultes y font? Toi, pour pas qu'ils paraissent aux yeux des autres enfants qu'ils peuvent avoir dans les écoles comme des extraterrestres. Comment on fait pour pas qu'ils aient ça sur le dos en plus, quoi. Quand bien même les choix, encore une fois, peuvent être très raisonnés, très réfléchis de la part des adultes. Ouais, je C'est comprends. pas le sujet, toi. Comment on fait ça pour protéger nos enfants des choix qu'on fait? Alors déjà, au quotidien, effectivement, donc on, on a de l'électricité quand même, de temps en temps, on arrive à avoir de l'énergie dans une batterie d'ordinateur pour regarder un film, ou maintenant, depuis peu, dans un téléphone qui permet de regarder une petite vidéo, un petit dessin animé. Mais des fois, en fait, il n'y a plus de batterie. Donc les enfants, ils ont cette réponse-là. Il n'y a plus de batterie, en fait, on peut pas regarder le dessin animé. Euh, donc, ils savent très bien te le dire, oui, bah vas-y, on va le recharger, machin. Donc c'est-à-dire que ça diffère, le fait de se dire, enfin, on va pouvoir regarder plus tard ou quand il y aura de l'électricité. On a un peu le même phénomène l'hiver où on a moins d'ensoleillement sur nos panneaux et donc des fois en fait voilà on est en restriction, on retourne à la bougie quoi. Donc, et même des fois les ampoules clignotent avant de se couper. C'est Ouais. une espèce d'alarme qui fait que tu te dis Ouais. bon donc voilà, ils observent ça. Ils expriment pas forcément de souffrance par rapport à ça. Après, enfin voilà, pas de dessin animé, il y a toujours de la frustration pour quel que soit l'enfant, je pense. Après, au niveau de l'eau, en fait, nous, on a souvent récupéré, on sortait jusqu'à quelques années encore, il y avait un seau pour la cuisine, un seau pour la salle de bain, et on sortait à l'extérieur pour aller remplir notre seau dans une tonne à eau. La tonne à eau, on la remplissait soit avec un camion dans lequel il y avait une autre tonne à eau, ou avec un tracteur, ou dans lequel il y avait une réserve d'eau. Et donc là, actuellement, on a juste une gravitation qui permet de remplir ces seaux d'eau. Ouais. Et puis on sort plus. Mais des fois, quand on ouvre le robinet, des fois le seau déborde. Donc Ouais. on entend l'eau qui coule. Ah, ça déborde. Donc ils vont eux-mêmes fermer pour que ça arrête de déborder. Les toilettes sèches, voilà. Donc ça, c'est aussi intégré. Ils posent pas de questions, même s'ils vont chez des copains qui sont dans des maisons, ils vont dans les anniversaires. Ils se rendent bien compte Qu'il y a une qu'il y a une différence quand même. différence. Ouais. Ils le verbalisent pas. Ouais. J'ai jamais eu de question du genre pourquoi est-ce que nous on vit comme ça ou comme ça. C'est comme ça. Ils ont toujours été là-dedans, donc c'est presque naturel. Enfin, Ouais. tu vois, moi tu vois, un gamin qui naît dans le désert, il se pose pas la question de pourquoi est-ce qu'il vit dans le désert, quoi. Ah, moi, C'est je suis vraiment, entièrement d'accord avec toi. C'est plus, non, encore une fois, pour mais des gens qui connaissent pas ça, qui peuvent ouais, se poser des questions. mm, C'est pour eux, quoi. c'est ça. Mais enfin, je pense que ça, c'est l'environnement dans lequel tu évolues, fait qu'à un moment donné, c'est naturel, tu te poses pas de questions. C'est comme la langue maternelle, en fait. Ouais. Ouais. C'est naturel, en fait. Après, sur le décalage,
bah, ça n'empêche que bah, le décalage, il est souvent potentiellement, il peut être culturel. Mais voilà, bah, après, nous, on écoute la radio. Maë, elle nous fait bien comprendre que bah, il y a des choses qu'elle a envie d'écouter ou de découvrir. Enfin, après, c'est à nous de lui faire découvrir des choses pour pas être trop à la ramasse. Est-ce que ces restrictions que vous avez, que plein d'autres familles ont en énergie, permettent de prendre conscience ou de faire prendre conscience aux enfants de la chance que la plupart des gens, ils ont, au moins en France, d'avoir accès à une telle quantité d'énergie phénoménale, que ce soit pour le frigo, la télé, la machine à laver, le machin, le truc, l'iPhone, et de prendre conscience que, quelque part, enfin, notre monde, il est fini. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, le monde est fini. Donc il y a un moment de temps, il va falloir réguler ses besoins en énergie. Et est-ce que de, de vivre comme ça et d'avoir ces restrictions-là, et que les enfants vivent avec ces restrictions-là, ça leur permet de prendre conscience? Est-ce que tu perçois ça? Te dire, attends, on va peut-être couper la lumière parce que toi, je pense à Maë qui peut-être va dans des anniversaires où il y a la lumière allumée dans des pièces où il n'y a personne. Est-ce qu'il y a des trucs qui tiltent comme ça? Ou est-ce que tu penses que ça peut servir à faire tilter justement? Moi, franchement, j'en sais rien. Je pense que Maë, elle a pas assez de recul encore Ouais, être jeune pour peut-être. verbaliser tout ça, quoi. Ouais, Je pense pas. C'est peut-être plus tard, elle saura. Elle saura dire, comparer. ok. Ouais, c'est ça. Après, nous, dans l'idée, c'est que on essaye d'avancer en fait dans le confort. Ouais, Enfin voilà, moi je pars quand même d'une situation où j'allais chercher mon eau en vélo au cimetière de Fay. ouais. Voilà, En t'éclairant à la bougie. en m'éclairant à la bougie, quoi. Ce qui fait qu'en 10 ans, on est passé Ouais, de niveau de confort. On avance en fait, on se dit, bah tiens là, on est passé dans les années 70 par rapport au niveau de ouais. confort. Tout en restant dans un niveau de confort qui est relativement bas par rapport, enfin bas, Oui, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui est relativement, je sais pas comment on peut dire, neutre ou mm, humble par mm, rapport mm. à la quasi-totalité des foyers. Parce que c'est en fait c'est un jeu qu'on est en train de jouer nous. C'est-à-dire qu'en fait Ouais, on est en train de se dire on n'a pas forcément on a envie d'apprendre de faire plein de choses, on a envie de faire nous par nous-mêmes. Qu'en fait bah là on expérimente plein de choses quoi. C'est-à-dire de se dire bah voilà il y a un truc qui on a besoin d'un truc, on essaie de le faire nous-mêmes. ouais, Donc soit on demande des conseils, soit on récupère des trucs, soit on le fabrique nous-mêmes, soit enfin voilà je réfléchis l'autre jour je t'expliquais que j'avais essayé de faire comment dire, une machine, j'ai fait une machine à manivelle, mais que du coup j'avais essayé de brancher C'était pour la, un moteur d'essuie-glace pour faire tourner c'était pour le la truc, machine à laver. la machine à laver, ouais, C'est c'est ça. ça. Que en fait, ça dépend du temps qu'on y consacre, mais Ouais, globalement, on fait pas trop appel à des artisans pour qu'ils nous fassent le boulot, quoi. On se dit que vu le prix de la main-d'œuvre, de la TVA, ouais. ça vaut plus le coup d'acheter l'outil qui nous permet de le faire, d'apprendre un nouveau métier, de le partager avec d'autres. On s'autonomise. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est l'autonomie, quoi, Ok. sur le savoir-faire. Alors justement, la partie autonomie, comment toi tu réfléchis, tu conceptualises ce qu'on va appeler un petit peu l'autonomie? Pour plein de gens, ça veut dire plein de choses. Est-ce que pour toi, l'autonomie, c'est prendre conscience et faire des choix en conscience? Est-ce que c'est se couper du monde? Est-ce que c'est apprendre à être responsable de soi et de sa famille sans en attendre rien d'un système ou de... Comment tu conceptualises ça, toi, l'autonomie? Bah, pour moi, l'autonomie, c'est répondre à, à des besoins. Et en fait, je crois que la plupart des personnes, sans jugement de ma part, enfin c'est comme ça, hein, c'est notre système qui fait qu'on est, on est aussi là-dedans. Euh, t'as besoin de quelque chose, bah en fait, faut que vu que le moyen d'échange c'est l'argent, et ben en fait, tu te débrouilles pour avoir de l'argent à travers un salaire et à travers un travail, pour pouvoir échanger un service ou un bien que toi tu n'as pas ou que tu sais pas faire. Et en fait, c'est en ça où ou comment dire, excuse-moi, je sèche un peu là, Non, je non, perds pas de mes mots, mais problème. La question, c'était comment tu conceptualises un petit peu l'autonomie. Est-ce que pour toi, c'est un chemin logique, c'est une hmm, formation continuelle dans la vie hmm, d'apprendre à se débrouiller tout seul, effectivement. Voilà, est-ce c'est que ça. c'est se couper du monde? Oui, des gens ils vont dire, ah, t'es Hmm. autonome, ça veut dire que t'es coupé du Alors, monde, que t'es on est, contre le non, non, système. non, on n'est pas dans, on n'est pas,
On n'est pas du tout en autarcie, on ne veut pas être en autarcie. On fait des échanges, on ne peut pas tout savoir faire, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il y a forcément des gens, et on n'a pas le temps de tout faire. Et d'avoir des équipements surtout. Après, c'est juste une question d'envie et de passion. Et donc voilà, et puis bah, enfin voilà, nous on est ouvert sur le monde. Moi j'ai un boulot qui est public. Ouais. Voilà, j'ai installé des toilettes sèches pendant 15 ans dans des événements publics. Je rencontre les organisateurs d'événements, des gens de tous les milieux. Je vais dans les centres de loisirs, les écoles, les fêtes de quartier. Et je suis dans le monde. Et je Ah, réponds à des besoins. Si je bosse, c'est qu'en fait mes propositions elles répondent à un besoin aussi à l'extérieur. ouais. Et voilà. Du coup, j'ai aussi besoin d'argent. Hein. Je fais de l'argent avec tout ça, quoi. Tu fais une belle Donc voilà. transition là. Je voulais te poser deux, trois questions sur un projet que tu as mené qui s'appelle Au Petit Bonheur. Un petit coin de bonheur. Un petit coin de bonheur. Un petit coin de bonheur. Hum. Peux nous en dire deux mots, s'il te plaît? Et ben voilà, c'est un peu c'est aussi en lien avec l'autonomie, c'est-à-dire que là, je termine juste quand même sur l'autonomie. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'en gros, vas-y. l'autonomie pour moi, c'est répondre à des besoins et en particulier des besoins fondamentaux. Ouais. Se nourrir, se loger, Se chauffer. se chauffer, s'habiller, aller aux toilettes, se laver. En fait, tout ça, toutes ces étapes font qu'à un moment donné, tu as besoin de t'équiper ou de t'organiser, quoi. Ouais. Donc aller aux toilettes, besoin fondamental de base, ça touche tout le monde a besoin d'aller aux toilettes. Et bah du coup voilà, moi ça c'est dès que j'ai découvert ça à la maison autonome de Moisson-la-Rivière. À Ouais. l'époque, la famille Baronnet organisait encore c'était dans les dernières éditions du festival d'écologie qui s'organisait. Mhm. C'est là que j'ai découvert les toilettes sèches. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, ce truc-là, c'est un peu fou parce que autant être autonome en énergie, ça implique forcément quand même des investissements un peu massifs, quoi. Voilà, avec des crédits d'impôt, tout un système autour voilà, pour avoir des panneaux solaires, une éolienne ou je ne sais quoi, enfin voilà, ou payer l'isolation de ta baraque. Tout de suite, ça peut être cher. Ouais. Voilà. Et en fait, les toilettes sèches, ça reste quand même quelque chose de hyper accessible financièrement avec des grands effets, quoi. C'est une petite révolution qui est accessible à tous. Il y a pas de barrière financière, c'est pas vrai. C'est juste une question de volonté et ça a des grands effets sur l'eau, sur la matière organique, sur plein de choses. Donc vu que moi je suis animateur, qu'on m'a expliqué qu'en fait quand tu fais de l'animation, tu fais de la politique, parce qu'en fait ben, tu combles un besoin que la société n'a pas. Et puis enfin, tu vois, c'est aussi en lien aussi avec tout ce que j'avais vu avant sur les questions de solidarité. C'est quoi la situation, le mode de vie des gens dans les pays du Sud. Voilà, il y a plein de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau, pas accès aux toilettes. Ouais. Pour revenir dans le détail sur ces histoires-là, pourquoi, comment. Mais donc en gros, voilà, déjà faire soi-même ses propres toilettes, c'est ce que j'ai commencé à faire. Même avant de passer aux toilettes sèches, je commençais à récupérer l'eau de ma douche pour pouvoir remplir le réservoir de la chasse d'eau. En fait, tu te rends compte que c'est pas forcément ça la solution, parce qu'un des enjeux, c'est pas forcément faire des économies d'eau, c'est un des enjeux, c'est préserver la qualité de l'eau en fait, quoi. Et continuer à alimenter des stations d'épuration, ça n'aide pas en fait à comment dire, à préserver la qualité de l'eau. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Donc c'était à l'époque de l'Arbre Voyageur 2006, on a fait déjà nos premières toilettes pour les événements qu'on organisait. Notamment à l'époque, on avait lancé un projet de balade en calèche dans la forêt du Gave pour des personnes en situation de handicap, pour des touristes, pour des familles, enfin voilà. Et on faisait la fête de la calèche, quoi. Donc on a fait nos premières toilettes à cette occasion-là. Après on a commencé à aménager une caravane. Et puis bah, à l'époque, il y avait une association de Brest qui elle venait jusqu'en Loire-Atlantique pour faire des prestations. Je me souviens d'ailleurs au parc de la Bégrésière à Saint-Herblain où il y avait une fête qui s'appelait Couleur à l'époque. Ouais. Ils avaient fait venir ces gens-là, quoi. Puis en fait, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, l'impact carbone fait qu'il y a moyen de faire ça plus localement. Il y a d'autres collègues aussi qui s'étaient montés aussi, eux, suite au naufrage de Erika. Ouais. Ça s'appelle Libertamer, donc il y avait un truc autour de l'eau, te dire, voilà, on fait un truc autour de l'écologie, donc on pose des toilettes sèches.
il y a toutes ces associations-là qui se créaient à cette époque-là, donc nous on a été là-dedans, quoi. Et puis bah, assez rapidement à se retrouver à faire des devis, à faire des prestations pour des gros organisateurs d'événements en fait. Un des plus marquants à l'époque, c'était un festival itinérant sur les bords de Loire où on suivait toute une descente de Loire avec des bateaux. Il y avait 3-4 étapes et nous, on démontait dans la nuit, on montait le petit matin pour faire l'étape d'après, pour accueillir du public sur des propositions culturelles, environnementales. Et puis bah, au bout d'un moment, en fait, l'art voyageur s'est scindé, le projet de Calèche a fait l'objet d'une création d'une ferme équestre et de la création de l'association Ulzi. Et du coup, finalement, ce projet de toilette sèche que moi je porte est maintenant porté par l'association Ulzi. Et puis bah, c'est avant tout un projet d'animation, on n'est pas simplement des loueurs où on propose une prestation de service, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour amener tout un discours, une explication, un accompagnement des gens qui sont très curieux de savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire ça chez eux, on leur explique un peu les tenants, les aboutissants. Et donc voilà, je suis animateur dans mon espace de toilette, et mon public c'est les festivaliers, et on leur parle d'écologie. Est-ce qu'il faut être un petit peu courageux pour avoir des toilettes sèches chez soi? C'est pas plus simple de tirer la chasse? C'est largement plus simple de tirer la chasse. C'est très très simple. Alors comment on fait pour quand on milite pour les toilettes sèches, pour faire prendre conscience aux gens des enjeux, ne serait-ce que de la potabilité de l'eau qu'ils croient pure en fait quand ils prennent leur verre d'eau au robinet, qui ne l'est pas clairement, quand on s'intéresse un petit peu à elle est potable. Et elle n'est pas complètement propre. Il peut y avoir des oestrogènes qui se baladent, il peut y avoir 2-3 trucs qui ont passé les grilles. Comment on fait prendre conscience aux gens, qui plus est sur des festivals, où les gens, il y en a certains qui peuvent être un peu, voilà, un peu alcoolisés, un peu. Comment on fait pour faire prendre conscience aux gens de ça? Ah, il y a plein d'arguments hein, pour faire prendre conscience de l'utilité des toilettes sèches. Bon, déjà, ce que les gens aiment bien entendre, c'est l'argument économique, hein. La chasse d'eau, c'est 40% de ta facture d'eau. Il y a une question de cohérence aussi, de se dire, et de paradoxe, de dire, bah, c'est quoi le délire de faire ses besoins dans de l'eau potable, que tu payes, et alors que d'autres personnes, bah, ils n'ont même pas d'eau potable en fait. Voilà. Euh, Après, c'est la question, on parlait de la qualité de l'eau tout à l'heure, c'est effectivement bah, tous les éléments chimiques en fait. Tu parlais des oestrogènes là qu'on retrouve dans les pilules contraceptives. C'est un exemple flagrant C'est parce un que exemple, mais on tu en a peux parlé beaucoup dans les rivières avec des populations de poissons. Ouais, Qui, voilà, c'est voilà. un exemple. Mais j'ai C'est un utilisé exemple. ça parce que c'est concret. Les gens ils pigent en fait ce que ça Ouais, veut dire. mais souvent les gens ils se disent voilà, moi j'irai pas goûter les tomates que tu vas faire cultiver avec le compost de ce festival où les gens étaient bien arrachés. Ouais, ouais, Les tomates à la bière. on va faire pousser des tomates bleues. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que ce que je leur dis aux gens, c'est que finalement, le problème que tu soulèves, il existe déjà dans ton robinet. C'est-à-dire qu'en fait, les stations d'épuration n'interviennent pas justement sur ces éléments chimiques-là. Donc, d'où l'effet d'avoir une féminisation des populations de poissons dans les rivières, mais aussi, mais alors c'est à des doses infimes, mais en fait le Prozac du voisin, le LSD du festivalier, et sont là aussi, quoi. Et tu les retrouves finalement dans les cours d'eau. Les cours d'eau sont aussi les lieux de captation pour le futur eau potable. Donc tout ça, on retrouve déjà ça dans le robinet en fait. Bah ouais. La bonne nouvelle avec les toilettes sèches, c'est qu'en fait le carbone, qui est un des éléments que tu, enfin, c'est en gros le carbone, c'est la sûre que tu utilises pour les toilettes sèches. Le carbone, lui, en fait, il va fixer ces éléments chimiques. Et en fait, la, la transmission, enfin, on va dire l'ingestion des éléments chimiques par une plante, ça se fait surtout à travers l'eau. Ouais. Voilà. Et donc en fait, là en l'occurrence, à partir du moment où un élément chimique comme l'oestrogène est capté par le carbone, que la plante, le carbone, elle l'absorbe sous forme gazeuse, avant que le carbone avec l'oestrogène
se transforme en gaz et soit ingéré par la plante sous forme gazeuse, en fait, ça n'existe pas. C'est une Alors, question de barrière biologique qui n'est pas du tout le cas pour la question de l'eau. L'eau, c'est un super véhicule pour tous ces éléments chimiques. Voilà, notre corps est composé à 70% de flotte, c'est pareil pour la plante. Donc en fait, enfin voilà, en l'occurrence, le carbone sous forme gazeuse avec le petit élément chimique indésirable, tu l'as pas en fait avec les ouais, toilettes sèches. c'est ça. C'est ça l'argument phare. C'est pas évident de donner des images là-dessus. Je sais pas si j'ai été très clair, Si, 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 mais si. voilà, c'est Bon, je vais alors qu'il tourne. J'ai encore plein de questions à te poser. Je crois qu'on se prend une deuxième session en fait. pourquoi pas. On va faire ça. On va conclure on va rester sur les toilettes sèches là pour finir cette première partie d'interview du coup. On se Mhm. recalera une date ultérieurement pour la suite. Est-ce que tu as des retours sur les festivals ou via les organisateurs de festivals, que ce soit des assos ou des mairies? Bon, je te pose des questions parce que je sais que tu as les réponses, mais toi, quand tu vas faire des toilettes sèches à Guérande, Guérande, t'as 40 bornes de fête Bretagne. Bon, clairement, il y a un truc qui colle pas. Quand on fait venir un mec qui fait des toilettes sèches, qu'il faut faire les allers-retours pour composter tout ça. Enfin, Guérande, c'est pas n'importe quelle mairie, ils ont quand même un peu de moyens. Et il y a clairement un truc, un sujet là qui passe pas. Il y a un truc qui va pas, quoi. Tu parles de quoi? Du bilan carbone sur le Ouais, déplacement? ouais, Ouais. notamment parce que je comprends une mairie qui veut se valoriser en disant on fait un événement comme les médiévales ou comme plein d'autres trucs, on fait venir quelqu'un parce qu'on a une petite conscience pour faire des toilettes sèches, voilà, ça règle le problème. Guérande ou autre, Mais hein, ouais, non, mais Guérande ou autre, tout non, le mais monde est comme ça, hein, clairement, ouais, clairement, ouais. voilà. Et ce qui est en même temps, il n'y a pas un truc qui matche pas en fait. Mm. Toi, tu dis c'est pas cohérent. Est-ce que tu as des retours, toi? Est-ce que les élus ou les assos qui peuvent faire appel à tes services pour ce petit coin de bonheur sont un peu réceptifs à ça? Ou est-ce que ça leur passe au-dessus, ils signent un devis, puis basta? Comment tu vois ça, toi, de ton côté? Oh là, il y a plein de choses là. C'est-à-dire que là, il y a en fait, Je sais pas si tu as des retours ou pas. si, j'ai des retours. Les gens globalement, ils sont très contents d'avoir des toilettes sèches parce que le fait qu'il y ait notre présence pour expliquer le pourquoi du comment et aussi principalement aussi pour gérer la propreté ou inciter les gens à s'autonomiser sur la propreté, fait que c'est imbattable sur la qualité de service et la propreté. Les gens nous remercient sincèrement, les yeux dans les yeux, les larmes aux yeux. Mais merci, les toilettes sont propres, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bazar, Est-ce quoi? que les toilettes à eau elles sont sales? Et donc, en fait, c'est plein de. Voilà, enfin bref, et du coup, ça, les organisateurs l'ont perçu, c'est ce qui fait que bah, nous, on bosse depuis des années, en fait, avec toujours les mêmes personnes, et Ouais, que c'est incontournable, qu'à un moment donné, un des enjeux pour nous, c'était aussi de faire valoir un peu plus notre travail, en fait, ouais, qui part d'un travail militant, bénévole, quasi à un travail. Nous, on a fait en sorte que ça devienne du travail salarié, avec des charges sociales, avec tout ce qu'il faut pour bosser dans les bonnes conditions, mais que c'est pas encore gagné et que du coup, on a fait un travail sur les tarifs, quoi, et on a réussi à faire accepter nos tarifs en une évolution assez significative. Notre travail est cher, comme n'importe quel travail en France, voilà, c'est gourmand en main d'œuvre et ça se paye, quel que soit le travail. Donc nous c'est pareil, il n'y a pas de raison. Et en fait, le fait qu'ils acceptent nos évolutions de tarifs font qu'à un moment donné, bah, c'est aussi une reconnaissance de notre travail. Ça, il n'y a pas de souci. On est aussi conscient que potentiellement, par rapport à plein d'autres comment dire, choix que des organisateurs ou des mairies, parce que là, c'est des gens qui sont peut-être plus exposés politiquement, c'est aussi une espèce de vitrine écolo parfois on est un outil de greenwashing, quoi, clairement. C'est de la com. Plein de fois, on l'a remarqué. Et donc voilà, je sais pas. pourquoi ils ne s'autonomisent pas? Pourquoi ils gèrent pas les toilettes sèches eux-mêmes? Ah bah parce que déjà ils savent pas le faire, parce que enfin il y a aussi il y a plein de réticences culturelles là-dessus. C'est que c'est qu'il y a un problème culturel aussi, c'est-à-dire qu'en fait faut s'y former des gens, quoi. Nous on en est à cette étape-là actuellement là. C'est-à-dire que du coup on se dit il y a tellement de demandes qu'on n'arrive pas à fournir à toutes les demandes. On a volontairement nous réduit nos interventions pour faire autre chose, hein. Moi actuellement je suis maraîcher en fait avant tout.
Et donc j'ai été obligé de me sortir de ce projet-là pour vivre autre chose, tout simplement. Au bout de 15 ans, c'était bien mérité. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de prestataires que ça. Donc un des enjeux pour nous, c'est aussi d'amener les gens à devoir s'autonomiser. Donc on va essayer de les former ou de leur faire payer encore plus cher en fait, clairement. Parce que après et notamment aussi pour répondre aussi à l'incohérence du transport, c'est qu'en fait effectivement c'est plus simple de tirer la chaise d'eau parce que il n'y a pas toute cette manutention, faut trouver de la sueur, faut brasser du compost, faut charger, décharger des camions. Et effectivement, nous on aimerait pouvoir relocaliser ces activités-là et que ça se fasse dans les lieux où ont lieu les fêtes, à proximité, qu'on puisse trouver de la sueur, composter, jardiner. Et faut faire une espèce d'économie circulaire, quoi, à un moment donné où tout s'équilibre en réduisant au maximum l'impact de tout ça, quoi. Ok, merci Hervé. On va s'arrêter pour cette première partie d'interview sur cette note-là. Euh, la prochaine fois qu'on se captera, là, on parlera d'autonomie. Encore une fois, on parlera d'ALM, on parlera de maraîchage, voilà. On parlera éventuellement de collapsologie. D'accord. Voilà, j'ai noté, toutes les questions sont prêtes, mais là on n'a plus le temps, donc voilà, les auditeurs ont plus qu'à savourer ça, et puis attendre notre prochaine rencontre. Super, Karl. Hervé, merci. Ouais, merci à toi. Interview nomade.